Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un exercice classique du chapitre d'échantillonnage, l'exercice 16, qui va nous amener à manipuler la moyenne empirique dans le cadre d'une loi mère de Bernoulli. Alors, le contexte, ce sont des élections. Ce contexte va me permettre de commencer à planter aussi des petites graines dans votre cerveau pour préparer le chapitre d'estimation. Alors, on est dans le contexte d'une élection, et là où c'est un peu bizarre, mais ça m'intéresse quand même, c'est qu'on est omniscient, c'est pratique. On est omniscient, donc on sait déjà que 51% des électeurs vont voter pour le fameux Monsieur Gosset. Et on va regarder un groupe d'électeurs. On va en choisir N au hasard. Et on va se demander, sur ce groupe de N électeurs, on s'attend à quoi? À avoir combien de partisans de Monsieur Gosset? Des choses comme ça. Sachant que dans la population globale, on en a 51%. Alors pour bien poser tout ça, pour bien amener l'aléa, on va le faire proprement. Donc on va commencer par définir une expérience aléatoire qui va consister à choisir un électeur dans notre population. Donc on choisit un électeur au hasard. Et la variable aléatoire qui va nous intéresser, c'est une variable aléatoire qui va valoir 1 si cet électeur vote pour M. Gosset et 0 sinon. Et du coup, cette variable aléatoire, elle a deux issues possibles. 1 et 0, donc on est bien dans le cadre d'une loi de Bernoulli, comme je vous l'avais annoncé au départ. Et la probabilité de succès, la probabilité d'avoir 1, si on a une population dans laquelle on a 51% de personnes qui vont voter pour M. Gosset et qu'on en choisit une au hasard, on a une probabilité de 0,51 qu'elle vote effectivement pour M. Gosset. Voilà la loi mère, enfin la loi de Bernoulli. Alors, pourquoi c'est un exercice d'échantillonnage? Parce qu'on ne regarde pas en fait qu'une fois, on ne fait pas qu'une fois cette expérience aléatoire, on ne regarde qu'une fois un électeur. En fait, on va répéter n fois de façon indépendante cette expérience aléatoire. Et du coup, chacune de ces n répétitions de l'expérience vont nous amener une nouvelle variable aléatoire et c'est ça qui va constituer notre n échantillon. On va se retrouver avec x1, xn, un n échantillon de loi mère, la loi de x tout à l'heure, une loi de Bernoulli, de paramètres 0,51. Voilà pour le contexte. Alors, qu'est-ce qu'on va nous demander autour de cette situation, de ces variables aléatoires? Donc, première question. Hop, je l'avais perdue, elle est là. Avec quelle probabilité obtient-on au moins 8 partisans de M. Gosset lorsque n égale 10? Donc là, notre taille de population de notre échantillon, ça va être 10. Et on s'intéresse à une probabilité, la probabilité qu'on obtienne au moins 8 partisans. Donc on travaille avec n égale 10. Et la probabilité que l'on cherche à calculer, c'est une probabilité sur le nombre de partisans. Du coup, qu'est-ce qui va nous intéresser autour des variables aléatoires de notre échantillon x1, x2 et compagnie? On va essayer de compter combien il y a de personnes qui vont voter pour M. Gosset. Donc on peut par exemple sommer les xi. Donc on va noter S, la somme,
qui va être la somme de i égale 1 à 10, dxi, qui va nous permettre de récupérer le nombre de personnes votant pour M. Gosset. Et du coup, quand on cherche la probabilité d'obtenir au moins 8 partisans, on cherche la probabilité que S soit supérieur ou égal à 8. Mais pour calculer cette probabilité, il faut peut-être se demander quelle est la loi de S. Chaque xi suit une loi de Bernoulli. Les xi sont indépendants entre eux, loi de Bernoulli de même paramètre. Du coup, on est exactement dans le contexte où S suit une loi binomiale. De paramètres, le nombre de répétitions, 10, et la probabilité de succès, 0,51. Donc on est avec une gentille loi classique. Ce qui est un petit peu moins rigolo, c'est que on veut calculer la probabilité que S soit supérieure ou égale. Avec les lois de binomial, supérieur ou égal, c'est pas forcément facile. Ce qu'on connaît, c'est les situations d'égalité. Donc là, on va devoir écrire que c'est la probabilité que S soit égal à 8, plus la probabilité que S soit égal à 9, plus la probabilité que S soit égal à 10. Puis pour chacune de ces trois probabilités, on écrit son expression avec la loi binomiale, j'espère que vous en souvenez. 8 parmi 10, probabilité de succès à la puissance 8, fois probabilité d'échec à la puissance 2, plus 9 parmi 10, probabilité de succès à la puissance 9, probabilité d'échec à la puissance 1, plus 10 parmi 10, bon bien sûr ça fait 1 mais c'est juste pour vous mettre le détail, probabilité de succès à la puissance 10, probabilité d'échec à la puissance 0 qui fait 1. Il nous reste une petite application numérique, là ça va tout seul, je ne vais pas détailler, la suite sera plus intéressante. Si on fait une application numérique, on se retrouve avec 0,06. Voici une toute petite première question. Il n'y a pas une moyenne empirique pour l'instant, mais elle va venir. Pas forcément encore sur la question suivante. Continuons. Deuxième question. Avec quelle probabilité les partisans de M. Gosset vont être minoritaires cette fois quand n égale 100? Donc là, ce qui va changer à la deuxième question, c'est surtout le n égale 100 ici. D'accord? On n'a plus la même taille d'échantillon. Mais on se pose en gros le même genre de question. Ce qui va nous demander, la probabilité, c'est la probabilité que les partisans de M. Gosset soient minoritaires. Alors si on est dans le cadre où n égale 100, c'est-à-dire que le nombre de partisans de M. Gosset vont être strictement inférieurs à 50. On peut tout à fait se mettre dans la même situation, travailler de la même façon que tout à l'heure, c'est-à-dire regarder la somme des xi. Je l'indique par 100 pour qu'on se rende bien compte que ce n'est pas la même variable aléatoire S que précédemment. Cette fois, c'est la somme de i égale 1 à 100 des xi. Qui va suivre, du coup, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, une loi binomiale de paramètres sans le nombre de répétitions et paramètre de succès 0,51. Et ce que l'on veut, c'est la probabilité qu'il soit minoritaire, c'est-à-dire que le nombre de partisans soit strictement plus petit que 50. Et on pourra avoir envie de faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire que pour avoir la probabilité que S100 soit plus petit que 50, je vais calculer la probabilité que ce soit égal à 0, plus A1, plus égal à 2, plus égal à 3, plus égal à 4, etc., plus égal à 49. Mais ça me fait quand même 50 valeurs à calculer et à sommer. À nouveau, quand on sera grand, on pourra utiliser R pour avoir directement cette valeur. Mais là, on va trouver une autre façon de s'en sortir. Parce que si c'est embêtant parce qu'il y a beaucoup de valeurs, ça veut dire que notre taille d'échantillon, elle est grande ici. Ok? Et si notre taille d'échantillon est grande, on va pouvoir utiliser l'approximation d'une loi binomiale par une loi normale. Comme n est grand, supérieur à 100, supérieur à 30,
et qu'on a aussi une loi binomiale qui n'est pas trop dissymétrique, c'est-à-dire NP qui vaut 51 est plus grand que 5, N fois 1 moins P qui vaut 49 est aussi plus grand que 5. Du coup, on va voir que notre variable aléatoire S, elle suit approximativement une loi normale d'espérance, la même espérance que la binomiale, hein, donc 100 fois 0,51, qui fait 51, et d'écart type racine carrée de 100 fois 0,51 fois 0,49, l'écart type de la loi binomiale. Et une fois qu'on a ça, on peut réécrire la partie là, c'est le racine carrée de 100 qui fait 10. Ça me simplifiera pour les calculs par la suite. Une fois qu'on a ça, on peut faire des calculs approchés en se ramenant à la loi normale. Il faudra bien sûr ne pas oublier en cours de route que ce qu'on va faire à partir du moment où on fera appel à la loi normale seront des calculs approchés. Et on va travailler classiquement de la même façon que quand on veut travailler avec calculer des probabilités autour de la loi normale. On centre, on réduit, on se ramène à la fonction de répartition et on lit dans la table. C'est juste qu'il faudra faire un petit peu attention au moment où on va effectivement faire une approximation. À partir de ce moment-là, nous aurons des valeurs approchées. Donc, on centre, on réduit, c'est-à-dire on soustrait l'espérance, on divise par l'écart type. Bien sûr, des deux côtés de l'inégalité. Alors 50 moins 51, on se retrouve avec moins 1 au numérateur. Donc une fois qu'on a cette forme-là, on a fait apparaître quelque chose qui suit approximativement une loi normale centrée réduite. Donc pour simplifier un peu les notations par la suite, on peut par exemple poser z, une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite. Et on pourra donc écrire que la probabilité que l'on a ici, elle est environ égale à la probabilité de la même inégalité sur z. Mais comme on a remplacé notre variable aléatoire de départ centrée réduite par une loi normale, par une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite, et qu'en fait c'est quelque chose d'approché, cette variable aléatoire là, elle n'a pas exactement la même loi que z, mais de façon approchée. Du coup, je me retrouve à mettre ici un environ égal. Ce environ là, il est dû au fait que la variable aléatoire ici ne suit pas exactement la loi normale centrée réduite comme z qui est là. L'approximation est due à ça. Alors maintenant qu'on a ça, le seul problème c'est qu'on a une valeur négative. Du coup, il faut faire un petit jeu pour se ramener à une valeur positive, éventuellement quelque chose qu'on va trouver dans la table de la loi normale. J'en profite pour refaire un somptueux dessin. La valeur que l'on a ici vaut environ moins 0,20. Du coup, je place mon moins 0,20 et par symétrie 0,20. Et qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est la probabilité que z soit plus petit que moins 0,20, ce qui correspond à l'air ici. Par symétrie, c'est la même chose que la probabilité d'être plus grand que 0,20. Du coup, c'est environ égal à la probabilité que z soit supérieur à 0,20. Et pour faire apparaître la fonction de répartition comme dans la table, on passe au complémentaire. Donc c'est environ égal à 1 moins la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite en 0,20. Il ne reste plus qu'à lire dans la table et à faire l'application numérique afin d'obtenir environ 0,42. Donc, bien que dans la population générale,
on est une majorité de partisans de M. Gosset, 51%. Quand je regarde sans individu, sans électeur pris au hasard, j'ai quand même 42% de chance pour que les partisans de M. Gosset, bien que majoritaires dans la population générale, soient minoritaires dans ce groupe de 100 individus. Voilà, c'est dû aux fluctuations aléatoires. Bien sûr, j'ai une plus grande probabilité qu'il soit majoritaire, 58%, mais j'ai quand même 42% de chances qu'il soit minoritaire. D'où la question qui suit. La question qui suit, on cherche justement à partir de quel nombre de partisans la probabilité qu'il soit majoritaire est très élevée, et de 95%. Donc c'est notre question 3. Comme vous avez vu, l'apport de questions, c'est joli, mais je n'arrive pas à faire en sorte qu'elle arrive pile sur la partie de l'image où je suis. Donc on perd un petit moment à faire ce jeu, parce que j'ai pas non plus envie de me lancer dans le montage vidéo, une chose à la fois. À la prochaine pandémie peut-être. Voilà, avec un peu de patience, ça marche. Donc troisième question. Comme annoncé, cette fois, ce qu'on va chercher à faire, c'est pas à calculer une probabilité, mais à trouver une taille d'échantillon telle que la probabilité qui nous intéresse soit supérieure à 0,95. Et quelle est la probabilité qui nous intéresse? C'est les partisans de M. Gosset sont majoritaires. Donc cette fois, on cherche n. Et on cherche n qui vérifie quoi? Les partisans sont majoritaires avec une probabilité 0,95. Donc on cherche n telle que la probabilité que les partisans soient majoritaires, donc le nombre de partisans, j'indexe avec n, majoritaire, donc supérieur à la moitié, soit au moins de 95%. Donc on cherche n qui vérifie ça. Alors, si n est grand, Sn, on pourra l'approcher, qui suit une loi binomiale, on pourra l'approcher par une loi normale, comme à la question précédente. De toute façon, on sait que n va être grand. Parce que quand n égale 100, on n'a que 58% de chances qu'il soit majoritaire. Et nous, on cherche un n pour avoir 95% de chance. Donc on sait que notre n il va être plus grand que 100. Donc on sait qu'on peut faire l'approximation. Donc c'est approché par une loi normale d'espérance n fois 0,51 et d'écart type racine carrée de n fois 0,51 fois 0,49. On a tout ce qu'il faut, on pourrait tout remettre dedans, centrer, réduire, manipuler, etc. et s'en sortir. Mais il y a un petit truc qui m'embête quand même. C'est que on va avoir du n un peu partout. On a du n ici dans l'inégalité, on a du n dans l'espérance, on a du n dans l'écart type. On peut tout à fait s'en sortir, il n'y a aucun problème. Mais il y a un peu du n partout, c'est un peu moche. Du coup, ça peut être beaucoup plus intéressant à cette question de travailler avec la moyenne empirique plutôt qu'avec la somme. C'est-à-dire de travailler avec le nombre moyen de partisans de M. Gosset plutôt qu'avec le nombre de partisans. Donc là, on va tout traduire finalement avec x bar. Donc je vous rappelle, x bar, c'est 1 sur n, somme des xi. Du coup, c'est 1 sur n fois notre variable aléatoire Sn. Si n est grand, ce qui va être le cas ici, notre moyenne empirique, elle suit approximativement une loi normale. On l'a vu en cours, et puis si on l'a dit sur Sn et qu'on multiplie juste par 1 sur n, ça va toujours être une loi normale. D'espérance, l'espérance de la loi mère, notre loi de Bernoulli, il ne faut pas l'oublier. Notre loi mère, au départ, c'était une loi de Bernoulli de paramètre 0,51. Donc la loi de x bar, x bar suit approximativement une loi normale d'espérance 0,51.
d'écart type l'écart type de la loi mère divisé par racine carrée de n. Donc l'écart type, racine carrée de 0,51 fois 0,49 sur racine carrée de n. Et là, le n, déjà, on a fait diminuer son apparition. Il n'apparaît que dans l'écart type. Et en plus, quand on va traduire la probabilité, il ne va pas apparaître dans la probabilité que l'on cherche à calculer. Parce que si on veut exprimer la probabilité que les partisans soient majoritaires, on va comparer notre variable aléatoire à 0,5. Du coup, on va, de la même façon qu'on a fait précédemment, centrer, réduire, etc. Mais le petit n, il va apparaître qu'une fois, ce qui va nous simplifier un petit peu la manipulation. On aurait également pu utiliser la moyenne empirique dans la question 2. C'est ce que j'ai fait dans la correction que je vous ai donnée, mais ça ne se justifiait pas spécialement, donc là j'ai décidé de le faire un peu autrement. Puis de toute façon, il nous restait la question 3 pour le faire. Et maintenant qu'on a cette expression, va falloir essayer de trouver n. On va centrer, réduire, faire apparaître la fonction de répartition, etc. etc. Donc c'est parti. Première étape, on centre, on réduit. Du coup, on se retrouve avec la probabilité que x bar moins 0,51, j'ai centré. Je réduis. Soit plus grand que 0,5 moins 0,51, ça va nous faire moins 0,01. Divisé par mon écart type. Alors, je ne l'ai pas fait à gauche, parce que ce n'est pas forcément utile, mais ici, pour simplifier un petit peu, au dénominateur, comme je divise par racine de n, ça me revient finalement à multiplier par racine carrée de n, que je mets directement en haut. Donc, je cherche un petit n qui vérifie ceci. Et la variable aléatoire que j'ai faite apparaître ici, elle suit de valeurs de façon approchée, toujours, une loi normale, centrée, réduite. Et je vais utiliser cette approximation par la suite. Comme je vais utiliser une approximation, je n'aurai plus d'équivalence ici. D'accord? Vu que c'est des choses approchées. Si je veux être rigoureuse, je ne peux plus mettre l'équivalence à partir du moment où j'utilise une approximation. Mais bon, je sais que voilà, c'est juste que ça va me donner le raisonnement approché. Du coup, je réutilise ma variable aléatoire z que j'avais introduite tout à l'heure qui suivait une loi normale centrée réduite. Et pour trouver n, ça va être à peu près comme chercher le n, tel que la probabilité que z soit plus grand que moins 0,01 racine de n sur la racine carrée de 0,51 fois 0,49 et que cette probabilité soit plus grande que 0,15. Ça va être à peu près le même n. Maintenant que j'ai fait apparaître une variable aléatoire centrée réduite, une loi normale, une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite, parce que celle d'avant était déjà centrée réduite mais n'était pas exactement normale, je vais essayer de faire apparaître la fonction de répartition. Comme tout à l'heure, j'ai un petit jeu à faire parce que la valeur qui apparaît, elle est négative. Elle, là, elle est négative. Du coup, la probabilité que ce soit plus grand que cette valeur négative, par symétrie, ça va être la probabilité d'être plus petit que son opposé. Du coup, ça revient à la probabilité que z soit plus petit que son opposé. Du coup, je mets un plus. Donc, je n'ai pas changé la probabilité qui est à gauche. Donc, je cherche toujours à ce qu'elle soit plus grande que 0,95. Et maintenant, je passe aux fonctions de répartition. C'est exactement la forme de la fonction de répartition que j'ai à gauche. C'est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite en 0,01 racine carrée de n sur racine carrée de 0,51 fois 0,49. Et ça doit être plus grand que 0,95.
Là aussi, il va falloir que je me ramène à la fonction de répartition. Alors, 0,95, en fait, c'est égal à la valeur de la fonction de répartition en le quantile en 0,95. C'est exactement la définition de quantile. Le quantile en 0,95, c'est le nombre tel que si j'applique la fonction de répartition en ce nombre, j'obtiens 0,95. Donc là, j'ai utilisé la définition de quantile. Je lirai dans la table de loi à la fin. D'accord? C'est aussi pour vous habituer à l'écriture de quantile. Maintenant, on utilise le fait que la fonction de répartition de la loi normale, et donc a fortiori de la loi normale centrée réduite aussi, est strictement croissante. Du coup, si j'ai la fonction de répartition d'une certaine valeur qui est plus grande que la fonction de répartition d'une autre valeur, c'est équivalent au fait que la première valeur soit plus grande que la suivante. C'est dû à la stricte croissance, de la fonction de répartition. Et il ne me reste plus qu'à isoler la racine carrée de n et à mettre au carré pour avoir n. Et on a réussi à donner la contrainte sur notre taille d'échantillon si l'on souhaite que les partisans de M. Gosset soient majoritaires avec une probabilité de 0,95. Alors reste encore à faire l'application numérique. Pour faire l'application numérique, on a besoin de ce quantile. Alors on ne trouve pas pile 0,95 dans la table de loi. On trouve 0,9495 et 0,9505 entre 1,64 et 1,65. Donc on peut dire que le quantile en 0,95 vaut à peu près 1,645 entre les deux. Et si on fait l'application numérique avec ça, on obtient un nombre non entier dont le premier entier supérieur, parce qu'on veut que n soit plus grand que la valeur qu'on a ici, donc on va prendre pas l'entier le plus proche, mais le premier entier plus grand, on trouve que n doit être supérieur ou égal à 6763. Donc la taille d'échantillon que l'on doit considérer si on veut avoir 95% de chance que les partisans de M. Gautier soient majoritaires, c'est un échantillon d'au moins 6763 individus. Donc dans la population générale, les partisans de M. Gosset sont majoritaires, on en a 51%, mais 51 c'est quand même assez proche de 50. Ce qui fait que quand on prend des petits échantillons aléatoires, on a quand même une probabilité assez importante que dans notre échantillon, il ne soit pas majoritaire. Je vous place ça dans le contexte de l'estimation, dont on va commencer à parler en cours. Je veux faire un sondage, je ne le sais pas. Là, je ne suis pas omnisciente. Je ne sais pas si pour un certain candidat, j'ai plus de la moitié ou pas. Mais remettons 30 secondes que moi, je suis omnisciente. Donc, je sais que dans ma population, 51% des personnes sont partisans d'une certaine personne, par exemple M. Gosset, et je choisis un seul groupe d'individus pour les interroger pour faire le sondage avant l'élection. Bien que dans la population générale, il y en ait une majorité qui soit favorable à tel candidat, je peux avoir une probabilité non négligeable d'avoir des résultats de sondage qui sont en sa défaveur. Si le 51%, si la probabilité elle est très très proche du 50%. Du coup, on peut se demander en amont quelle doit être la taille de l'échantillon de mon sondage si je veux avoir peu de chances, 5%, de donner un mauvais résultat. Enfin, que le résultat de mon sondage ne corresponde pas à la réalité. Et par exemple, pour une intention de vote de 51%, il faut que j'interroge presque 7000 personnes si je veux limiter fortement ma probabilité d'avoir un résultat de sondage qui soit dans le sens inverse de la vraie valeur dans la population.
On rediscutera de tout ça lors de notre cours d'estimation.